Eh bien, rebonjour. Bienvenue donc à cette deuxième rencontre de l'après-midi sur la BD de reportage ou de documentaire. Alors c'est vrai que depuis, on va dire, déjà une décennie, il y a un peu un boom de la BD documentaire ou de reportage. Alors c'est qu'il y a aussi des revues comme la revue dessinée ou Topo qui le portent, mais aussi bon, plein d'auteurs. Alors on va quand même signaler que, si je ne me trompe pas, le best-seller de 2022, c'est quand même une bande dessinée justement documentaire signée Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain. Et il y a aussi, bien sûr, les livres de Jo Sacco, d'Étienne Davodo, qui a lui parcouru, enfin qui raconte comment il a parcouru 800 km de la côte de Pêche-Merle jusqu'à Bure, où il y a notamment ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Et puis, bien sûr, les algues vertes, dont on va reparler. Alix, même si je crois que c'est Louis-Antoine qui en était l'éditeur. Je vais vous présenter déjà. Alors, Sébastien Gnedic à votre gauche, donc directeur éditorial chez Futuropolis, aussi par ailleurs aussi auteur. Dernier livre, c'était Ulysse Nobody, qui était une fiction donc avec Gérard Mordilla, mais inspiré quand même donc un acteur un peu sur le déclin qui devient candidat pour un parti d'extrême droite et s'est inspiré quand même un vrai personnage. On n'est pas obligé de le citer. Mais donc chez Futuropolis, effectivement, Étienne Davodo, Jo Sacco, beaucoup de bandes dessinées qui embrassent la réalité sous forme documentaire ou de reportage. Et puis on parlera aussi, par exemple, des documentaires plus intimes, comme celui que vous avez publié maintenant il y a 2015, Catharsis de Luz, qui racontait justement tout ce qui s'est passé dans sa tête juste après les attentats du 7 janvier. Alix de Sanderval, alors vous êtes éditrice chez Delcourt, vous vous occupez notamment de la collection Octopus, qui est une collection de vulgarisation scientifique. On peut citer par exemple, on va en parler, l'Odyssée évolutive de Pierre Kerner et Max Sandon, où les deux auteurs mettent en scène les divinités grecques, les moires, pour parler finalement d'évolution. Si je ne me trompe pas, c'est l'héritage génétique d'Ulysse qu'il faut Voilà. réparer. C'est En ça. gros, pour vous résumer, c'est expliquer à travers justement l'évolution de l'embryon d'Ulysse, pourquoi, par exemple, les serpents n'ont plus de pattes. Voilà, toutes ces choses-là qui sont mystérieuses, et je le résume en général comme ça. Ou pourquoi certaines personnes ont un petit trou là dans l'oreille. Voilà, toutes ces petites accroches qui viennent d'une cellule de départ. Et vous avez aussi édité Un pays dans le ciel d'Ayat Fayez et Charlotte Méli, où là, donc, Ayat Fayez a passé 6 mois à l'OFPRA, c'est ça, l'Office, je ne vais pas me tromper, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides. Exactement. Donc là, c'est un livre qui est inspiré de cette résidence, Voilà. mais il nous parlerait justement comment finalement on anonymise, comment on rend ce récit plus... peut-être plus digeste et accessible à la plupart. Et on verra aussi quelques pages de résistance queer Oui. de Pochep et Antoine Didier. Donc là, c'est une histoire des cultures LGBT, QI+. Exactement, et voilà. des luttes LGBT. Voilà. Voilà. Et vous avez édité aussi, je crois, le deuxième tome de Céleste de Chloé Cruchaudet, alors qui n'est pas encore sorti, on est d'accord. Qui sort en novembre. Et qui sort en novembre. Et si je ne me trompe pas, elle est mise à l'honneur Exactement, ici, par les rendez-vous. Voilà, exactement. Et enfin, François Lebescon, là, vous êtes éditeur depuis longtemps chez Dargaud. Donc, c'est vrai que Dargaud, on a... Je tiens à dire qu'en 1959, contrairement à ce que peut laisser supposer Clotilde, je n'étais pas encore chez Etilat. Non, ça, personne n'y a cru quand même. Personne n'y a cru. Alors c'est vrai qu'il y a un monde sans fin. Vous avez aussi sorti Carnet de campagne sur la campagne présidentielle de 2022, qui était là, une BD de reportage signée par 6 auteurs et autrices. On va parler aussi de La génétique au cœur, donc d'Héloïse Chauchois, qui est une dessinatrice, et de Philippe Amouyel, qui est lui médecin, professeur de santé publique, spécialiste du vieillissement et d'Alzheimer. On pourrait parler aussi de La Ride, de Simon Boileau et Florian Pierre, qui a été prépublié sur Matin, je me trompe pas. Donc là, c'est un voyage en vélo de 5 jours. Et puis Carole de Clémence Fabre, là, qui vient juste de sortir, qui est un très beau documentaire intime sur finalement cette recherche qu'a réalisé l'auteur et son frère sur Carole, la première fille de ses grands-parents. Et donc il part à Istanbul chercher la tombe de Carole dans le cimetière arménien, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors juste pour commencer, avant que vous parliez de l'actualité de la BD de reportage documentaire, pour vous, quels sont les auteurs et les autrices qui ont défriché ce genre ?
Je pense qu'on peut quand même citer le regretté Cabu, quand même, qui, je pense que François ne me contredira pas, qui, en plus d'être dans Pilote et puis après dans Harakiri, etc., allait régulièrement, faire des reportages finalement de proximité sur des événements pour les journaux, et chaque semaine faisait 2 pages en général sur cela. Et puis après, effectivement, moi j'ai envie de citer évidemment 2 auteurs qu'on a l'honneur de publier depuis maintenant 17 ans. C'est Étienne Davodo, côté France, qui lui a surtout beaucoup tourné autour de chez lui, et puis Joe Sacco, qui lui a tourné autour du monde, et l'américain, et qui justement ont eu un jour envie d'aller simplement sortir de leur atelier, d'aller voir ailleurs, d'aller parler de choses qui les préoccupent, de sujets importants, et d'aller à la rencontre des autres. Et je pense que, et souvent en se mettant en scène d'ailleurs, et je pense que c'est là où il y a quelque chose qui s'est inventé sur le long récit. C'est des auteurs qui, comme ça, allant à la rencontre des autres, ont créé une intimité avec des gens qu'ils rencontraient, parce qu'il faut bien imaginer que la bande dessinée est un art absolument pas intrusif. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'une personne qui va voir des gens avec un carnet, éventuellement un appareil photo pour prendre quelques photos complémentaires, un crayon, qui dessine et qui crée un lien et récolte la parole des gens. C'est assez magique finalement, parce qu'en plus avec le dessin, ça crée quelque chose de voilà, une relation tout de suite de sympathie. Alors même si Jean-Philippe Stassen m'avait raconté que après justement les fatwas, et que c'était plus attentat de Charlie Hebdo, il y avait certains pays où le dessin était quand même évidemment beaucoup moins bien vu, et que c'était plus compliqué dans certains pays d'aller de dessiner, voilà. Mais sinon, voilà, il y a cette côté, cet art très intime dans la réalisation qui, je crois, crée par le dessin aussi une relation intime avec le lecteur. Et voilà. Et donc, je crois qu'au fond, il y a des auteurs comme ça qui ont inventé quelque chose, finalement, et qui ont donné, mais je crois que ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'évidemment, quand des auteurs sortent un livre et qui, tout d'un coup, donnent des idées à d'autres, eh bien, finalement, ça essaime et ça ouvre le champ. Et de plus en plus, les sujets, finalement, que la bande dessinée explore depuis 30 ans a énormément évolué. Je pense que la bande dessinée vit un âge d'or dans la création. Ça n'a jamais été aussi intéressant, jamais aussi diversifié. Il n'y a jamais eu autant d'auteurs ou d'autrices, justement. C'est quand même un phénomène énorme. Moi qui suis un vieux briscard, je n'ai pas connu évidemment la jeunesse de Goscinny, mais j'ai connu quand même la jeunesse d'un certain nombre d'auteurs qui comptent maintenant. Et on était quand même beaucoup entre garçons. Voilà. Et il y avait beaucoup de garçons lecteurs aussi. Et heureusement, ça a beaucoup évolué. Et effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs, eh bien, ça a ouvert des envies, voilà, il y a ces nouveaux acteurs, ces nouvelles actrices, autrices qui sont arrivées dans ce média, ont eu envie évidemment de parler de ce qui les intéressait. Et voilà. Et en fait, aujourd'hui, on est face à une diversité, et je pense qu'on est loin d'avoir exploré tout ce qui peut être exploré. Moi, dans les auteurs qui m'ont marqué et qui, pour moi, ont défriché aussi, évidemment, à côté de notamment Davodo, Cabu, Sacco, il y a 2 auteurs qui m'ont beaucoup marqué. C'est David B., avec l'ascension du haut mal, et qui raconte son enfance et notamment l'épilepsie de son frère, et comment ses parents ont géré ça. Moi, je trouvais que ces planches étaient absolument incroyables. En plus de raconter une histoire personnelle, et pour moi, je sais que j'avais été marquée à l'époque, j'avais trouvé ça assez extraordinaire, de cette façon de raconter l'intime, avec le dessin si dingue de David B. Et un autre que j'ai lu beaucoup plus récemment, que je regrette vraiment de ne pas avoir lu plus tôt, c'est Fabrice No, avec son journal. Il est sorti dans les années 96, je crois, si je dis 90 plutôt. Oui, dans les 90, je pense. Années 90, qui est publié au départ chez Ego Comics et qui
et qu'on a republié là chez Delcourt. Donc en fait, je ne l'ai lu qu'à cette occasion-là et j'ai pris une claque monumentale en le lisant. Il raconte à la fois... il raconte ses aventures homosexuelles à Angoulême, parce qu'il fait l'école d'Angoulême, l'école de bande dessinée d'Angoulême. Et je trouve que c'est une réflexion absolument... C'est des pavés. Là, on les a publiés en plusieurs intégrales. Et en fait, au tout départ, j'avais un a priori en me disant... Ah, mais est-ce que je vais pas, sur toutes ces pages, bon, si c'est toujours les mêmes histoires, que ça soit ces histoires d'école de bande dessinée, d'artistes, etc. Et en fait, j'ai pris vraiment une grosse claque. Je trouve que ça pose plein de questions sur ce qu'est l'autobiographie en bande dessinée, et aussi des questions évidemment sociétales, puisque l'homosexualité dans ces années-là à Angoulême n'a pas été facile à vivre. Voilà. Et ça, pour moi, c'est deux auteurs qui ont été assez marquants et qui ont défriché aussi ce côté plus intime, pour le coup, de la bande dessinée. Voilà. François ? Alix parle de Fabrice No, et c'est vrai que c'était assez marquant à l'époque, et à peu près au même moment, les années SIDA passaient par là. Il y avait Frédéric Peters aussi qui avait fait Les Pilules Bleues, qui était un album, enfin, tous ceux qui l'ont lu à cette époque-là, on s'est dit, mais, ah oui, ok, et on peut faire ça en bande dessinée. C'était ça aussi qui était intéressant. Et pour le coup, je reviens, puisque Sébastien m'a tendu la perche, je reviens quand même à quelque part à Pilote, qui a été un peu le creuset de la bande dessinée franco-belge pour adultes, on va dire ça comme ça. Et dans les pages de Pilote, dans les années 70, il y avait les pages actualité de Pilote. Il n'y avait pas que de la bande dessinée, les pages, ce qu'ils appelaient les pages actualité, qu'avait institué René Goscinny, et dedans, il y avait des tas d'auteurs, mais Cabu, par exemple, effectivement, qui était un des premiers auteurs, où on a vite compris que ces sujets l'intéressaient, les sujets de société, au départ avec Le Grand Duduche, mais ensuite ça s'est développé sur d'autres choses, plus personnelles, Reiser, des auteurs comme ça, et Guy Vidal a continué en tant que rédacteur en chef après Goscinny, à développer les pages actualité, et c'était déjà une façon d'aborder les sujets de société dans un magazine, et c'était en fait assez nouveau. Sébastien, tout à l'heure, tu disais que finalement, les auteurs donnaient envie à d'autres auteurs. On sait, je crois que c'est en 94 que le prix France Info de la BD de reportage a été créé. Donc finalement, c'est quand même un mouvement qui commence à dater. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic en fait finalement dans les esprits, parce que on voit beaucoup de vos livres associent des dessinateurs, des dessinatrices avec des essayistes, des journalistes d'investigation. Est-ce qu'il y a un moment finalement dans celles qui travaillent avec les dessinateurs ou les dessinatrices pour faire une BD de reportage ou une BD de documentaire, quelque chose qui a changé, où les gens maintenant se disent pour finalement raconter mon reportage ou faire notre documentaire, la bande dessinée, c'est le médium parfait. En fait, je crois que c'est toujours pareil. Il y a quelques livres comme ça fondateurs. On en a cité finalement dans différentes directions. L'intime, effectivement, comme tu le citais si bien, effectivement, Pilote, etc. Et ces livres marquants, finalement, donnent tout un... Et il faut bien se dire, des auteurs, mais effectivement, à des acteurs extérieurs. Et il faut bien se dire que aujourd'hui, d'ailleurs, quand j'en parle, moi, avec certains écrivains, comme Gérard Mordillat, qui est finalement venu à la bande dessinée sur le tard, qui n'en avait pas fait, lui citait de manière très simple, il disait, mais aujourd'hui, un des espaces de liberté où on peut raconter des choses, des sujets sociétaux de manière sans être censuré par l'argent, par plein de choses, c'est notamment les problèmes qu'il peut y avoir de financement dans la télévision, dans plein d'autres médias ou dans la presse. Eh bien, finalement, la bande dessinée, c'est possible. Et je crois que ça a changé le regard et ça nous a amené. Moi, je reçois régulièrement aujourd'hui des projets de journalistes, d'historiens, de scientifiques qui se disent voilà, moi j'ai tel sujet, j'en ai fait ma thèse ou je voudrais raconter ça, mais ça s'adresse à une petite audience, et donc est-ce que ça pourrait devenir quelque chose, justement une bande dessinée pour le raconter. Mais ils en ont été convaincus par l'exemple. Et effectivement, et les exemples qu'on a donnés sont des exemples fondateurs. C'est vrai que, quand même, Joe Sacco, puisqu'il est là, il a quand même été, il a couvert les conflits en ex-Yougoslavie, il a été à la bande de Gaza, il a été dans des endroits quand même très, très compliqués.
et il en a ramené des œuvres assez admirables et qui, du coup, voilà, ont amené d'autres auteurs à aller ailleurs, etc. Et voilà. Et aujourd'hui encore, c'est-à-dire que je pense que le succès, même, je pense pour rester dans l'intime, je pense que de Persépolis aussi à David B. en allant jusqu'à l'Arabe du futur aujourd'hui, ou le combat ordinaire, je pense à de Manu Larsenet. Il y a eu des livres comme ça, adultes, qui ont frappé. Moi, j'ai eu la chance de publier Le Photographe d'Emmanuel Guibert avec Didier Lefebvre et Le Mercier sur ce séjour en Afghanistan d'un groupe de MSF qui va pendant la guerre avec les Russes en immersion pendant des mois pour essayer de soigner les populations civiles. Raconter cela, et ben évidemment, c'était quelque chose je pense, on n'imaginait pas avant. Et il y a eu un avant et un après. Voilà, il y a des livres comme ça il y en a énormément. Hein, ça vaut vraiment la peine quand même d'aller revoir. Chez tout le monde, chez tous les éditeurs, il y a vraiment plein de livres passionnants. Je pense aussi à ce livre Deo Gracias de Jean-Philippe Stassen qu'on a oublié un peu aujourd'hui parce que il fait plus de bande dessinée. Mais sur les enfants rwandais, sur le traumatisme que les enfants subissent après le massacre, c'est incroyable. C'est d'une intensité, d'une force incroyable. Alix, vous avez constaté aussi ce changement de regard sur la BD c'est vrai que vous faites en plus de la vulgarisation scientifique, vous faites plein de choses. Moi, je le vois surtout à ce niveau-là. Après, je suis pas dans la BD depuis aussi longtemps que mes camarades. Pardon. Mais oui, je le vois, et notamment... Après, je pense que la bande dessinée est aussi arrivée à un moment donné, je ne saurais pas exactement le dater, mais dans le milieu universitaire, avec certains universitaires, historiens, voilà, notamment, qui ont commencé à travailler sur ce médium-là aussi, à apporter ce médium-là à l'université. Mais effectivement, pour la collection pour Octopus, en fait, il y a énormément mais ça rejoint ce que disait Sébastien, de scientifiques qui veulent parler de leur sujet, de ce qui les anime au quotidien, et le porter devant un public le plus large possible. Et qu'ils se sont rendus compte, alors plus ou moins selon... voilà, mais par rapport au public qu'ils ont, que l'image marche très très bien, et moi je trouve que pour ça la bande dessinée de vulgarisation est super chouette, parce que on n'a pas toujours envie de lire un livre de 400 pages en noir et blanc avec des graphiques horribles, enfin disons-le, peu digestes, et qu'on a plutôt et que voilà, la bande dessinée pour ça impulse, je pense, ce côté plus agréable à la lecture. Et souvent, en fait, nous, on a pas mal de retours de professeurs sur les bandes dessinées de Octopus. Je sais que, par exemple, celui sur la philosophie a très bien marché au moment du bac. Donc, c'est des premières approches, voilà, pour les étudiants notamment, pour les élèves, pour rentrer dans un sujet de manière un peu plus agréable. Voilà. François, vous avez constaté aussi ça. Par exemple, quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici a été assez vite convaincu par Christophe Blain. En fait, je crois que c'est Christophe qui a été le moteur, qui a voulu le rencontrer. Et finalement, ils se sont vite entendus sur ce projet qui est maintenant un projet grand public. Je crois que Jean-Marc Jancovici a aussi profité de la notoriété de la bande dessinée. Absolument, je vais y revenir très rapidement parce qu'on était dans l'énumération, mais il y a aussi un album qui a été marquant pour beaucoup d'entre nous. Aussi, alors on l'associe au roman graphique, mais en fait c'était d'abord un témoignage sur la Shoah qui était incroyable, qui s'appelle Maus d'Arne Spiegelman, et qui est quand même, à ce moment-là, on se dit aussi, ok, bon, on peut également parler d'un sujet éminemment grave à travers la bande dessinée. Ça a été un moment, je pense, décisif dans ce qu'on appelle la bande dessinée documentaire, ou enfin, on va dire, ou de témoignage, mais c'était un moment très fort. Et juste, qui a reçu le prix Pulitzer. Pulitzer, absolument. Ouais, donc ça, c'était très fort. Oui, la rencontre, effectivement, Christophe Blain, Jean-Marc Jancovici, s'est faite. En fait, c'est une volonté du frère de Christophe Blain, qui sont très proches, en fait, les deux frères. Et il expliquait, mais écoute, il y a quelqu'un qui s'appelle Jancovici, à l'époque pas trop connu, alors que c'est quelqu'un qui travaille depuis 20 ans sur les questions climat-énergie, et en disant, mais écoute-le, parce que voilà, sur YouTube, tu trouveras des choses, il donne des cours, il fait des conférences,
Et à mon avis, ça va te plaire. Et Christophe, à ce moment-là, il a écouté par rapport à ce qui se passait, notamment le changement climatique. Et donc, il a écouté. Et c'est comme ça qu'il a eu le déclic. Et puis, en se disant, mais de toute façon, je ne vais rien en faire. Moi, je ne suis pas capable de faire un album sur des sujets aussi vastes, d'ailleurs, et aussi complexes. Et puis, c'est resté, comme à l'époque, j'avais connu ça avec Quai d'Orsay, avec lui sur Quai d'Orsay. L'idée était là, et puis ça tournait en boucle. Et puis, à un moment, il se dit, ouais, j'y vais. Donc, il contacte Jean Covici, il lui explique son intention de faire une bande dessinée. Et exactement ce que tu disais, Jean Covici comprend très vite l'intérêt de s'associer à un auteur de bande dessinée, en plus sans doute un des plus doués de sa génération, et pour pouvoir effectivement rendre peut-être encore plus accessible ce qu'il raconte depuis donc plus de 20 ans sur parfois des sujets un peu ardus, ce que disait Alix, quand on fait un rapport de 400 pages sur, par exemple, des questions liées à l'énergie, c'est pas forcément très glamour à lire, très facile à lire. La bande dessinée permet effectivement d'avoir une accessibilité plus évidente. Et donc, c'est comme ça que le mariage s'est fait au départ. Pour vous, tous les sujets, tous les domaines sont abordables en bande dessinée. Il suffit de trouver la bonne idée pour l'aborder. C'est pas la bonne idée, c'est plus que ça, parce que justement, on est confronté aujourd'hui à beaucoup de demandes comme ça, mais de gens qui n'ont pas forcément la compréhension de ce que le langage de la bande dessinée. Moi, je tiens beaucoup à ça, c'est-à-dire que on fait de la bande dessinée, donc il y a des choses, il y a une manière de raconter en bande dessinée, si on veut pas avoir que du texte illustré, par exemple. Et donc, ça veut dire que la personne qui a un sujet doit aussi s'intéresser à la bande dessinée, justement, la comprendre ce que c'est, et pouvoir essayer de trouver les solutions graphiques pour raconter quelque chose de complexe, si on veut garder une complexité. Et c'est très très compliqué en fait. C'est très difficile. C'est ça qui est le plus long à faire en fait. Il ne s'agit pas juste de se dire tiens, machin, il raconte ça, et puis il a fait une thèse de 800 pages, et puis ça pourrait faire une super BD en 100 pages, et on le donne à un dessinateur ou une dessinatrice qui va le faire. Pas du tout. Parce que d'abord, il faudrait que le dessinateur ou dessinatrice défriche ça, se pose les questions, qui n'est pas spécialiste du sujet, etc., etc. Et c'est là le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est ça, c'est de trouver une association entre un sachant, on va dire, quelque part, quand on parle de cela, et un auteur ou une autrice de bande dessinée qui vont dialoguer ensemble et essayer de trouver une forme, donc en bande dessinée, accessible, lisible pour un public. Et c'est cette combinaison-là qui est très difficile, en fait. Et voilà, donc moi, aujourd'hui, parce qu'on nous soumet beaucoup de livres comme ça, on nous donne, mais moi, je suis pas lecteur, je vais pas lire, je peux pas passer mon temps à lire des essais de 800 pages pour voir si on peut les faire en bande dessinée. J'ai autre chose à faire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'adore lire des romans, j'adore lire des bandes dessinées, et j'ai pas le temps de lire 800 pages. Et donc, forcément, par contre, quand un auteur ou une autrice vient avec, évidemment, blague à part, avec un sujet, effectivement, ou un livre en disant ça, j'aimerais l'adapter, j'aimerais en faire quelque chose, j'aimerais le voir, bah, là, pourquoi pas. Mais encore une fois, il faut être sûr aussi que la personne dont on veut adapter le livre ait envie aussi et une compréhension de cela. Et finalement, ça restreint pas mal. Mais après, il y a d'excellents exemples. Pour ne pas citer que chez moi, mais je peux citer récemment Le Capital et l'idéologie de Thomas Piketty qui a été adapté à la revue dessinée. Et moi, effectivement, j'avais envie de lire les livres de Thomas Piketty, mais j'ai eu la flemme. Et 1000 pages, je me suis dit c'est trop. Et 160 pages en bande dessinée, ultra bien résumé, avec la complexité du propos, c'était parfait. Je crois que c'est ce qui fait aussi le succès de ces romans graphiques aujourd'hui. Non, moi je rejoins complètement l'avis de Sébastien et c'est effectivement la difficulté, c'est on nous propose énormément de choses et que pour beaucoup il y a souvent c'est du texte illustré et l'auteur qui apporte ça va pas justement essayer de chercher
et de comprendre la narration en bande dessinée. Donc c'est tout l'enjeu quand un sujet nous intéresse vraiment, c'est d'essayer de voir si l'auteur est capable de faire ce travail-là ou pas. Après, j'ai envie de dire presque toute idée peut être, tout sujet peut être bon en fait. Les algues vertes, alors c'est pas moi qui l'ai édité, mais et je veux pas dire de bêtises non plus, mais en tout cas moi si je l'avais reçu en tant que projet, je dis bon, les algues vertes, qui ça peut bien intéresser, à part évidemment les Bretons qui sont directement concernés. Bon. Et puis en fait, finalement voilà, ça a fait un succès incroyable. Donc voilà, à la limite, des sujets comme ça qui au départ sont pas forcément évidents, finalement peuvent trouver un public et peuvent marcher. Mais effectivement, il faut qu'il y ait cette volonté aussi de la part des auteurs, des universitaires. Il y en a parfois qui disent bon lis ça, c'est ça mon projet, et non. Justement, pour revenir sur David B., on a publié un livre qui s'appelle Les meilleurs ennemis, avec un historien spécialiste d'Al-Qaïda qui s'appelait Jean-Pierre Filiu. Et donc, ça raconte l'histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient depuis la création des États-Unis. Et ils se sont entendus, ils se sont trouvés justement à un colloque ensemble, et puis ils ont sympathisé, et ils ont eu envie de faire cette bande dessinée. Et je crois, ça a surpris évidemment Jean-Pierre Filiu au début, mais je crois que finalement, ce qu'a gardé comme texte David B., c'est 20% du texte d'origine. Et en fait, il a trouvé à chaque fois des images symboliques qui résument par l'image qu'il a fait part de complexité entre certains pays et les États-Unis. Et c'est par l'image qu'il a fait passer énormément de choses. Et c'est assez incroyable d'ailleurs, cette bande dessinée pour ça. C'est un travail de fou. Attention, parce que chaque image, c'est pas juste des pages de transition, c'est presque chaque image est quelque chose qui résume et qui permet de comprendre l'histoire de ces relations. Et voilà. Mais c'est vrai que Jean-Pierre Filiu a aussi accepté que son texte soit sucré. Au début, il était un peu surpris, mais après, il a compris. Il a fini par comprendre, et après, il s'est targué même d'écrire, d'essayer d'imaginer lui-même des images, proposer des images pour dire ah tiens, pour faire passer ça, on pourrait se référer à la tapisserie d'un tel ou ceci, ou voilà, etc. Et voilà, ça enrichit le livre, et je crois que ça apporte un vrai plus évidemment. François, c'est ça la difficulté, enfin plutôt votre rôle d'éditeur, c'est de s'appuyer forcément sur le médium BD pour transformer un message, un discours, un reportage en une bande dessinée qui soit lisible et très accessible. Alors, comme nous sommes éditeurs de bande dessinée, oui, c'est sûr qu'on s'appuie sur la bande dessinée, ça tombe bien. Oui, en fait, moi je vois, par exemple, typiquement, depuis la sortie du Monde sans fin, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de projets, de spécialistes, de scientifiques, de politiques, de gens qui forcément disaient je suis, dernièrement, le dernier en date, c'était je suis un spécialiste des questions liées à l'informatique, je voudrais faire Le Monde sans fin, et en parlant de l'informatique. Est-ce que ça vous intéresse ? Ça marche pas comme ça, en fait. Le problème, c'est que d'une part, on veut pas faire des clones du Monde sans fin, on veut pas faire il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que c'est une alchimie qui fait qu'à un moment, il y a une rencontre, il y a un intérêt d'auteur, ça c'est très important. C'est pas une commande d'un éditeur. Enfin, nous, on le fait jamais. Il faut jamais dire jamais, mais en tout cas... Et après, c'est vrai que oui, on peut parler de tous les sujets, et la bande dessinée permet aujourd'hui de parler de tous les sujets. Ça, j'en suis absolument persuadé. Après, il y a juste la censure qu'on se donne, mais on peut trouver toutes les solutions. Mais il faut que ça parte d'une envie vraiment forte d'un auteur et d'une conviction d'un éditeur. Et il ne faut pas le faire de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que quand on parle je sais pas, par exemple, nous, on a fait un ouvrage, c'est juste hallucinant ce qui est arrivé. On a fait un album sur la physique quantique. Alors, la physique quantique, je ne sais pas s'il y a des spécialistes parmi vous. Il y en a toujours un ou deux en général, mais la physique quantique, il faut quand même s'accrocher. Enfin, bon, voilà, moi je suis absolument nul. Et il se trouve qu'un auteur un jour écoute un physicien qui est une sommité qui s'appelle Thibaut Namour, qui passe sur France Inter. Mathieu Burnier l'écoute, il dit mais c'est génial, il me parle, il faut que je le contacte. Donc il parle et puis il se lance dans l'aventure pour faire un ouvrage consacré à la physique quantique.
Sauf que le procédé, l'approche est très bonne. Mathieu Burnier était à la fois scénariste, dessinateur, comprend ce qu'il faut faire. Donc, notamment l'angle on va peut-être en parler tout à l'heure, du docu-fiction, et pas un cours sur la physique quantique. Ça, c'est pas possible. Si on fait un cours, ça ne marche pas. On perd des lecteurs. Et cet ouvrage, sincèrement, on pensait le vendre à 4-5 000 exemplaires. Et on aurait été très contents. Et c'est un ouvrage qui s'est vendu à 80 000 exemplaires. Donc là aussi, on a compris que la bande dessinée était un médium qui permettait, en tout cas, de parler de sujets a priori vraiment pas évidents, au plus grand nombre, en tout cas, à un public assez large. Et ça, c'est vraiment aussi une expérience très intéressante. Si je ne me trompe pas, vous le sortez en édition de poche d'ailleurs, cet ouvrage. Oui, exactement. Oui. Ouais, donc il va encore avoir une autre vie. Voilà, Tout à fait. Et alors vous parliez de docu-fiction, par exemple, dans La génétique au cœur. Finalement, le dispositif que Philippe Amouyel et donc la dessinatrice Héloïse Chauchois ont trouvé, c'est une discussion entre un généticien et sa fille. À un moment d'ailleurs, sa fille découvre que finalement sa sœur est peut-être sa demi-sœur. Enfin, donc c'est cette fiction qui est nécessaire en fait dans la BD documentaire pour rendre finalement la BD prenante et passionnante. Oui, alors ça c'est intéressant aussi. La génétique, c'est pas un sujet forcément évident, mais qui parle peut-être un peu plus, surtout quand on dit ADN, et puis on pense à des séries télé, etc. Et policières en général. En fait, Héloïse Chauchois est une dessinatrice scénariste qui a une appétence naturelle pour tous les sujets scientifiques. Donc déjà, ça l'intéresse. Et donc on avait déjà fait un album ensemble sur les événements du 11 septembre d'ailleurs, qui était moins lié à bien sûr des sujets scientifiques, mais c'est ça qui l'intéresse. Et à un moment, il y a une rencontre avec elle et un scientifique, donc Philippe Amouyel. C'est un, je ne vais pas faire sa bio parce qu'elle est très longue, mais tu en as un peu parlé. Mais grosso modo, c'est vraiment un grand spécialiste de la génétique. Donc c'est un généticien spécialisé notamment en biologie cellulaire et moléculaire, et qui est professeur notamment à Lille, et qui mène des recherches depuis très longtemps, notamment sur toutes les relations entre les... en tout cas, il peut expliquer via la génétique la maladie d'Alzheimer, par exemple. C'est devenu un peu un spécialiste. Et l'idée, c'était exactement comme pour Mathieu Burnier, se dire on ne va pas faire un cours sur la génétique, on va l'aborder sous l'angle de docu-fiction. Donc les personnages qui apparaissent, qu'on voit ici, ce ne sont pas des personnages qui existent dans la vraie vie, c'est vous et moi. Et en l'occurrence, c'est une fille et son père. Et elle annonce à son père, ça commence comme ça, en disant qu'elle a fait un test génétique, en fait test d'ADN, c'est-à-dire ce qu'on appelle la génomie récréative. Et qu'on peut le faire, on va sur Internet, on commande, on paie, c'est illégal en France, parce qu'on veut protéger les gens, et que derrière cet acte qui a l'air anodin, on ouvre la boîte de Pandore, et ça donne lieu à des choses beaucoup plus sérieuses et graves. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui exploitent toutes les données, c'est la carte d'identité d'un individu, et dont on transmet toutes ces données à des sociétés privées. Et c'est aussi lourd de conséquences par rapport à ce qu'on peut découvrir quand on découvre donc son test ADN, avec des choses parfois de parler d'un. Et c'est une façon, à travers le docu-fiction, de parler de ce sujet, et qui est un sujet en fait qui nous concerne absolument tous, quoi. C'est vraiment un exemple aussi d'une collaboration donc entre une dessinatrice scénariste et un scientifique qui, lui, il sait très bien qu'il n'est pas scénariste de BD. Et donc, il a été un peu je sais plus ce que tu disais, Sébastien, mais c'est le spécialiste, et qui fournit la matière et qui permet à cette autrice d'en faire un album de bande dessinée. Alix, dans Révolution Queer, là que vous sortez à la rentrée, il y a aussi des personnages fictifs en fait qui servent de, Oui, complètement. voilà, qui animent donc Il y a Jules et un Mehdi. film narratif fictionnel. Au départ, c'est le début de l'histoire où c'est deux mecs qui se promènent dans le Marais. Ils viennent de se rencontrer via les applis. Et du coup, ils se roulent des pelles dans une cour d'immeuble. Et là, il y a une folle qui arrive, qui se définit elle-même d'ailleurs comme folle, et qui arrive et qui va du coup qui a une sorte qui vit dans un ancien sauna, et qui en a fait son musée. Et donc à partir de là, ils vont retracer toute l'histoire des résistances et des luttes LGBTQI+. Et voilà, et faire se balader comme ça. Il y a
Je vous dis pas comment ça termine, l'album sort en octobre, mais on retraverse comme ça toute l'histoire, et notamment on est reparti quand même du 19e siècle quand même, qui est le moment où se définit médicalement l'homosexualité. Donc, voilà. Donc c'est toute leur discussion et ils réinterviennent voilà, au milieu des passages plus historiques. Mais c'est un système que j'essaye d'utiliser le plus possible, dans Octopus notamment, pour qu'on ait le moins possible un cours. C'est ce que vous disiez tous les deux, ce qui est moins... Alors ça déstabilise certaines personnes, quand même, certains lecteurs, je m'en rends compte. Mais voilà, moi je trouve que c'est une manière plus agréable de rentrer dans un sujet. On peut faire des parallèles en bande dessinée, on peut tout faire. Donc on peut faire les parallèles qu'on veut. Et là, en l'occurrence, pour l'Odyssée évolutive, les deux auteurs se sont bien trouvés. C'était une volonté de l'auteur, du dessinateur. C'est lui qui a trouvé l'idée, ce côté mythologique. Et puis voilà, ça a marché entre les deux. Et ils ont développé leur histoire comme ça. Sébastien, vous aussi, alors pas vous forcez, mais vous poussez les auteurs, les autrices à amener de la fiction pour justement que la narration soit plus fluide, plus prenante. Pas forcément de la fiction, mais de trouver des scènes en tout cas. Voilà, il faut que ça soit qu'on soit pas tout le temps dans la forme passive. Voilà, justement du texte qui se déroule. C'est de trouver des solutions pour incarner aussi tout simplement. Et c'est vrai que les choses passent beaucoup par les gens eux-mêmes, par justement les rencontres qui se font. Alors il y a des livres plus documentaires, plus voilà, sur des grands sujets. Je vois là, La Fabrique des Françaises sur l'histoire de l'immigration depuis la Troisième République, depuis 1870. C'est sûr qu'on est plus dans un documentaire avec des témoignages et effectivement des phases historiques qui sont racontées, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en perspective pour expliquer comment toutes ces phases d'immigration finalement ont vécu la même chose, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose que les Italiens et les Polonais, etc. Il y a d'abord une phase de rejet, les gens viennent pour travailler, puis après ils s'intègrent, et puis etc. Et on a l'impression qu'après, ceux-là, ils se sont intégrés facilement, mais en fait les choses n'ont jamais été aussi très simples. Mais en même temps, la richesse que ces gens ont apporté, ces immigrants ont apporté au pays. Et c'est une chose aussi d'ailleurs, pour revenir à ce qui a été dit, on aurait pu être dans le même, dans le sujet précédent, c'est-à-dire aussi quel point de vue on donne sur les choses. Et je pense aussi que ce n'est pas neutre. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que ce projet-là, ça m'a semblé important de le publier aujourd'hui pour montrer ce que l'immigration a apporté de positif. Voilà, de la même manière que quand on a publié Bella Ciao de Baru, qui montre comment finalement la difficulté, voilà ce que les immigrants italiens ont dû accepter de faire pour s'intégrer, voilà la part qu'ils ont dû laisser pour s'intégrer en France. Toutes ces choses-là sont importantes d'être racontées. Et je pense que justement, en prenant certains sujets, on a envie aussi de défendre quelque chose. Quand on a publié un livre qui s'appelle À bord de l'Aquarius, où ces deux auteurs italiens, Marco Rizzo et Lelio Benoccarzo, qui ont passé 3 semaines sur le bateau d'SOS Méditerranée. Et ils ont raconté le quotidien de ce que c'était de ce bateau, de cette ONG qui va en Méditerranée recueillir les migrants qui sont en train de se noyer en mer, et alors qu'ils n'arrivent pas à revenir ensuite sur des ports français, italiens, etc., parce qu'on leur refuse le fait d'accoster pour éviter d'accueillir des migrants en plus. Et là, c'est pas un jugement, c'était aussi de se dire, on montre le quotidien, c'est-à-dire comment ces gens, voilà, comment ça se passe, comment ce que c'est de recueillir des migrants, de recueillir la parole aussi de ces gens qui sont accueillis sur ce bateau, d'où ils viennent, comment, etc., etc. Et je pense que ça, voilà, c'est aussi une manière aussi, je pense que par la bande dessinée que l'on a moi, je dis souvent, en fait, la bande dessinée, on peut cheminer avec des gens. Voilà, c'est-à-dire qu'on les accompagne un temps, et ça permet aux lecteurs ou aux lectrices de peut-être d'appréhender un petit peu le quotidien des gens dont on parle,
Et pour revenir justement sur l'engagement, et moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui justement, et on juge très vite, on fait like ou pas like justement, et on juge très vite, et que passer un petit peu de temps, et le temps de la bande dessinée, c'est quand même ce temps-là, et voilà, de comprendre, d'appréhender un quotidien ou une situation, ou voilà, ou même des cas plus lourds, hein, comme l'histoire d'immigration. Et ce temps-là nous permet un petit peu, j'espère, je ne sais pas si ça change le monde, mais en tout cas, ça permet au moins aux gens peut-être de se poser un petit peu ces questions. Et juste pour parler de cheminement, alors là, c'est Ah oui, mais voilà, 800 voilà. km. 800 km, quand il vous a présenté le projet, en fait, c'est... Alors bon, bien sûr, c'est Étienne Davodo, mais Oui. tout de suite, vous dites, bah oui, c'est une bonne idée. En plus, c'est vrai que lui, il fait finalement, il fait intervenir dans son récit les personnes qu'il a interviewées au préalable. Alors en fait, au départ, mais c'est ça aussi l'intérêt, je pense que là, on va se retrouver, c'est l'intérêt de travailler avec des auteurs ou des autrices dans la durée. C'est-à-dire qu'on a une confiance, il y a des gens avec qui qu'on connaît très bien, et donc qui nous font confiance, à qui on fait confiance, et même parfois on est plus confiant qu'eux. Et, et Étienne, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il vient et dit, bah voilà, j'aimerais parler de ça. Voilà, moi j'ai vu un petit mammouth qui a 30 000 ans dans la grotte de Pêche-Merle, qui est magnifique. Et voilà, c'est ce que nous ont transmis, voilà, c'est ce que nous ont transmis ces hommes il y a 30 000 ans. Et nous, tout ce qu'on va laisser, c'est des déchets nucléaires qui sont, voilà, qui vont rester potentiellement qui vont irradier le sous-sol pendant des centaines de milliers d'années. Et donc, cette question du droit du sol, de ce qu'on laisse, etc., et de ce qu'on transmet, ça l'a intéressé. Il a dit, bah voilà, parce qu'il est assez rationnel, Étienne, il a dit, bah voilà, je vais partir de mon mammouth à Pêche-Merle et je vais remonter jusqu'à Bure, le site où on pense effectivement enfouir, c'est le site choisi pour éventuellement enfouir les déchets nucléaires parce qu'on ne sait pas, on ne sait plus quoi en faire. Et ben voilà, je vais traverser ça et parce qu'il a plein d'idées, évidemment, justement, il se dit bah je vais aller rencontrer les spécialistes du sujet, effectivement, ceux qui même se posent la question de savoir comment signaler dans 100 000 ans qu'il ne faut pas creuser parce que ils vont avoir une mauvaise surprise. Donc il y a des gens des linguistes et qui cherchent les signes qu'on laissera, parce que je pense que le français n'existera pas dans 100 000 ans a priori. Et donc il faut trouver des solutions pour dire danger. Et au lieu de, bah oui, il les a rencontrés effectivement dans des bureaux, mais s'est dit, bah, ce serait plus amusant, je vais les convoquer, c'est ça la BD, on peut le permettre, je vais les amener avec moi sur le chemin, et puis ils vont faire un bout d'une étape avec moi, et on va cheminer dans la campagne et sur le trajet. Et c'est une idée toute simple, mais c'est vrai que tout d'un coup, c'est ludique. On voit des décors qui ne sont pas un bureau pendant 10 pages où ils sont en train de se parler face à face, parce que honnêtement, il n'y a rien de plus ennuyeux à faire. Et pour le lecteur et surtout pour le dessinateur d'ailleurs. Et voilà, et ça rend, c'est vivant, etc., etc. Et donc, et voilà, mais il n'a pas plus. Et après, il dit, bah, faut que je rencontre, il faut que je passe du temps, et donc j'ai besoin d'un contrat. Mais là, il n'y a pas de synopsis plus que ça, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien d'écrit plus que ça. Alix, vous pouvez nous parler justement comment vous avez accompagné Ayat Fayez et Charlotte Mély pour Un pays dans le ciel, parce qu'il y a cette résidence de 6 mois donc à l'OFPRA, puis après le livre a pris une forme bien différente. On n'est pas dans le documentaire. En fait, Ayat est aussi romancier, donc il avait écrit romancier et auteur de pièces de théâtre. Du coup, il avait aussi écrit. En fait, il a écrit ça comme une pièce de théâtre au départ. Et Charlotte, qui travaille aussi pour le spectacle vivant, l'a vu et a dit. En fait, c'est elle qui a vu la pièce et qui a voulu en faire quelque chose. Et du coup, moi, je les ai. En fait, c'est un album qui a été passionnant à éditer parce qu'il pose plein de questions. Et du coup, on a eu énormément de discussions, notamment surtout avec Charlotte, dans qu'est-ce qu'on représente et qu'est-ce qu'on dit ou pas. Il y a notamment 2 scènes particulièrement dans l'album qui sont particulièrement violentes.
pardon pour le mot un peu vulgaire, mais gerbantes. Enfin, c'est même au-delà de ça, mais qui sont presque insupportables. On a mis un avertissement au départ de l'album pour le dire. Mais on a eu énormément de débats là-dessus avec Charlotte et avec Hayat. Hayat pensait qu'il fallait dire absolument. Et Charlotte s'est beaucoup posé la question parce que c'est quelqu'un qui est très sensible et qui ne supporte pas justement cette violence-là. Et moi, je crois que je ne voulais pas trop parce que je trouvais ça trop. Et en fait, je pensais que c'était tout ce qu'on racontait déjà était suffisamment dur à lire, même s'il y a des passages plus légers et plus riants. Et en fait, voilà, j'ai laissé les auteurs faire ce choix-là, finalement, parce que Charlotte pensait que c'était trop important elle disait qu'en fait, on se rend jamais compte à quel point ça peut être violent. Et du coup, pour elle, c'était très important de mettre ça. Donc voilà, en fait, on a eu plein d'échanges sur ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Hayat est romancier, du coup, il avait aussi un ton et il a son ton et son écriture particulière, qui parfois, il est d'origine libanaise, et donc en grand amoureux de la langue française, il avait une volonté de garder. Donc, mais ça, je le fais avec n'importe quel auteur. Qu'est-ce qu'on met si les auteurs le demandent, etc. Mais du coup, ça a été beaucoup d'échanges sur qu'est-ce qu'on met pas. Voilà, surtout. Voilà. Et après, Charlotte a fait un travail incroyable parce qu'elle a fait toutes ses planches sur des petits formats en gris blanc, à l'acrylique, ça ne se voit pas là. Et elle a tout passé en 2 Pantone ensuite. Toutes les bulles sont à la main. Ça, c'était un travail super. Moi, pareil, là-dessus, on a beaucoup discuté parce que, en fait, on écrit je ne sais pas si ça se voit très bien, mais tous les migrants ou apatrides qui sont interrogés, on a traduit dans leur langue. Et donc, elle a retranscrit dans des langues improbables parfois, tout ça à la main. Je lui dis, mais ça va être un enfer à corriger parce qu'il y a 300 pages. Et non, elle a tenu à le faire parce que pour elle, c'était important de aussi pouvoir montrer déjà, par exemple pour l'écriture arabe, la beauté de l'écriture. Et pour certains personnages, elle voulait pouvoir transcrire la peur ou l'agacement et parfois un peu la folie dans l'écriture et dans le lettrage, en fait. Ce que moi, je trouvais passionnant, même si je lui ai dit que c'était un travail de malade. Mais elle l'a fait quand même. Donc voilà, il y a eu toutes ces petites choses, c'est des petits points à chaque fois, mais qui en font un album dont je suis très fière. Honnêtement, c'est pas un album, pour être honnête, qui s'est merveilleusement vendu, mais je trouve que c'est un album important pour tout ce qu'il raconte et moi, il m'a passionné en tout cas dans la construction de ce projet. Enfin voilà, la construction du projet m'a passionné. François, on a parlé de la sortie de Carole, de Clémence Seffard, donc là, qui est un documentaire intime. Comment on accompagne un auteur sur un tel projet qui n'est pas un documentaire généraliste? Là, c'est vraiment, il va puiser finalement en lui et dans l'histoire de sa famille. C'est quoi votre rôle? Alors oui, effectivement, c'est pas proprement dit un documentaire, donc on est plus dans le témoignage. On n'est pas non plus Le Monde sans fin. C'est ce que moi j'appelle un essai et je le revendique, c'est-à-dire en fait une œuvre de réflexion sur un sujet et qui est exposée de façon subjective, donc qui provoque le débat, et c'est l'idée. C'est ça qui est intéressant. Là, on est sur autre chose. En fait, l'auteur s'appelle Clément Fabre, et c'est un auteur qu'on suivait depuis pas mal de temps, d'ailleurs, qui avait, je ne sais pas si Clotilde était encore là, mais qui a participé à Matin, donc qui a fait partie de l'aventure Matin. Et c'est un auteur qui avait une autre vie avant. Il travaillait dans le cinéma, caméraman, il a travaillé sur des films. Et puis un jour, donc il s'est lancé dans la bande dessinée et son passé l'a rattrapé. Et en l'occurrence, ce qu'il raconte, et c'est une histoire vraie, et qui est racontée avec beaucoup de finesse, de délicatesse. Moi, c'est vraiment un récit qui m'a beaucoup touché quand il l'a envoyé, et sans doute cela faisait écho à d'autres choses, parce que il parle dans cet album, les sujets sont les sujets de l'identité,
d'où on vient, de la nationalité, de l'intégration, de l'exode, et autour d'une famille. Et en fait, tout commence, il se met en scène avec son frère, donc tout ça est réel. Et donc il est chez son psy, ça va mal à ce moment-là dans sa vie. Et donc il raconte à son psy que ça va pas, mais il sait pas pourquoi, il sait pas mettre des mots derrière ça. Et puis à un moment, il balance un truc sur sa famille d'origine arménienne. Et en fait, le psy lui dit, mais attendez, là, vous me dites comme ça, innocemment, famille d'origine arménienne, mais ça peut peut-être dire des choses. Et parlez-moi de votre famille, non pas de votre père ou de votre mère, mais si quand même, c'est la famille en général. Donc en fait, Clément comprend à ce moment-là que derrière, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le traumatisme transgénérationnel. C'est des traumatismes qu'on n'a pas nécessairement vécus, mais qui sont transmis de génération en génération, et parfois des choses qui reviennent et qui sont enfouies au fond de nous-mêmes. Et en fait, donc, ce travail de psychanalyse a fait qu'il a compris qu'en fait, le parcours de sa famille, c'est son arrière-grand-père, je crois, qui a connu notamment le génocide arménien, qui est un génocide dont on parle finalement assez peu, mais c'est plus d'1 million de personnes massacrées en Turquie, notamment les Arméniens de Turquie. Et en fait, ça a remonté des choses, et il est allé avec son frère en Arménie, parce que l'autre élément déclencheur, c'est en fait la découverte de la sœur de sa mère, qui est morte quelques jours après sa naissance en fait en Turquie. Et donc ils partent à la recherche en fait de cette tombe, et à travers la recherche de cette tombe de la petite Carole, d'où le titre de l'album, qui est morte quelques jours après sa naissance, en fait, ils recherchent les origines et les origines de leur famille. Et c'est là qu'ils découvrent en fait que leur grand-père, par exemple, avait été capitaine de l'équipe de Turquie de basket aux Jeux Olympiques de Helsinki, que lui-même d'origine arménienne avait occulté l'histoire de sa famille et n'avait pas réalisé ce qui s'était passé avant, alors qu'il vivait en Turquie, qu'il était arménien, et qu'à un moment, dans les années 50, ça commence à chauffer de nouveau pour les Arméniens, et beaucoup d'Arméniens quittent la Turquie et vont notamment en France et à Marseille, etc., où il y a des communautés arméniennes très importantes. Et donc peu à peu, il remonte le fil, et jusqu'à je ne vais pas vous spoiler, mais en tout cas, il y a une fin qui est très belle. Et c'est un album qui sort aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez particulier. C'est vrai que donc, du coup, personne ne l'a lu encore, ou quasiment, forcément. Mais c'est une façon de témoigner de façon très personnelle, avec un angle très personnel sur un sujet qui ne l'est pas, qui est un sujet à la fois politique, qui est un sujet qui parle de sujets extrêmement sérieux, importants aujourd'hui. Et en fait, je pense qu'à travers la lecture de cet album, on réfléchit beaucoup, en fait. C'est ça qui est assez étonnant. Et moi, je l'ai accompagné parce que j'ai trouvé vraiment son regard vraiment plein de... très, très, très subtil. J'y reviens beaucoup, mais beaucoup d'intelligence. Et puis, en fait, ça a été également une forme de thérapie pour lui, évidemment. Cet album, c'était une thérapie. C'était une façon d'exorciser des choses. Et aujourd'hui, il va beaucoup mieux. C'est évident. Je me demandais si votre rôle, chance de le lire, c'est vrai que c'est un très beau livre, un très beau livre. Ouais. Alors comme le temps file, je me demandais si votre rôle en tant qu'éditeur, notamment sur la BD reportage, c'est aussi de se prémunir de risques judiciaires, est-ce qu'il y a du fact-checking, est-ce que vous faites en sorte que le livre n'attire pas de problèmes aux auteurs, aux autrices, s'ils traitent de personnalité, est-ce que ça c'est une dimension qui est importante aussi alors moins dans Carole, j'imagine, mais dans des livres un peu plus polémiques. Oui, c'est devenu d'ailleurs de plus en plus important parce que on est dans un monde de plus en plus judiciaire. Donc les recours sont plus forts qu'avant, je pense. Et il y a pour certaines enquêtes, là, moi par exemple, on va publier un troisième livre avec Benoît Colomba, qui est un journaliste de France Inter, mais qui a fait des enquêtes très importantes, notamment sur des scandales de la Ve République. Il avait beaucoup enquêté, notamment sur le soi-disant suicide de Robert Boulin, un ministre dans la Ve République, qui s'est a priori noyé dans 30 cm d'eau, et dont il avait révélé qu'en fait, la dernière fois, il avait trouvé un témoin qui montrait 1 heure avant la mort de Robert Boulin qu'il y avait 2 hommes qui l'accompagnaient dans une voiture vers le lac et qu'on n'a jamais retrouvé.
Donc voilà. Et là, on fait un livre sur un assassinat d'une militante de l'ANC, du parti de Nelson Mandela, en 88, qui s'appelle Dulcie September, et qui a été assassinée en allant à ses bureaux parisiens, et qui, elle, était une militante qui dénonçait le- comment dire, les agissements d'entreprises françaises dans l'armement et dans le nucléaire qui essayaient de contourner l'embargo que subissait l'Afrique du Sud. Et donc, il y a eu un non-lieu au procès, et c'est une enquête, voilà, qui, enfin, en tout cas, dont on sait a priori qui pourrait avoir assassiné, dont on connaît a priori des commanditaires. Il y a eu, il y a quelque temps, un livre qui était paru d'ailleurs chez Flammarion, pour lequel certains de ces acteurs avaient porté plainte. Et donc, évidemment, cette enquête, cette bande dessinée qui est terminée, est en train d'être relue par nos services juridiques, en fait, tout simplement, pour vérifier que sur les propos, par rapport à ce qu'on sait, par rapport, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être écrites ou non, en fait, voilà, pour essayer de se prémunir un petit peu de ça. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, ça... Vous confirmez, c'est... Oui, oui, nous, on a même eu des séminaires juridiques chez Delcourt pour ça, mais qui, en fait, voilà, ça peut paraître rébarbatif, mais c'était vraiment absolument passionnant. Enfin, oui, les algues vertes, Sarkozy, Kadhafi, le Mediator, voilà, tous sont passés par la moulinette des services juridiques. Non, c'est hyper intéressant de voir ce qu'on peut dire ou pas, à quel point tout doit être sourcé. Et je suis même, moi, parfois, même sur des choses assez basiques de citation, etc., je suis même parfois étonnée. Là, ça reste du micro jury. Enfin, voilà, c'est pas la même chose que des grosses enquêtes, mais que les auteurs eux-mêmes n'ont pas toujours conscience de parfois ce qui recrée. Par exemple, s'ils parlent d'une personne en fictionnant qui existe, qui est connue, voilà, qui vont fictionnaliser une partie. Enfin, c'est toute l'ambiguïté et la question de ce qu'on fait aussi dans la BD du réel, c'est jusqu'où on peut fictionnaliser ou pas. Mais parfois, moi, il y a des choses qui me paraissent un peu folle alors qu'une personne a existé, de vouloir fictionnaliser. Évidemment, il y a des choses qu'on ne connaîtra pas, qu'il faut essayer d'imaginer, mais de prendre des biais qui sont qui vont très loin dans la fictionnalisation, parce que ça reste la vie d'une personne et que potentiellement c'est attaquable. Donc voilà, c'est pas mal que... Pardon pour le micro. C'est pas mal que nous, on soit au courant de ça. Ça arrive de plus en plus souvent. Donc voilà, qu'on soit formé à ça et même pour après, sur des questions plus scientifiques purement, voilà, pour Octopus par exemple, moi j'essaie de faire relire systématiquement par un expert. Pour pas parce que moi je peux vérifier plein de choses, mais je suis pas experte. Donc forcément, je vais laisser passer des choses. Donc c'est important que ça puisse être lu aussi. Ça, c'est autre chose que sur les grosses enquêtes, mais voilà. François, pareil, c'est une partie du travail. Oui, oui, ça fait partie du travail, effectivement, d'être attentif à tous ces aspects-là et à être très prudent sur ce qu'on peut dire. Il y a un album qui m'est revenu en tête, notamment en t'écoutant, Sébastien. Moi, j'avais édité 3 albums sur le juge Renaud, qui était le premier magistrat à avoir été assassiné en France, de la Ve République, hein, et qui est mort en 75. Et on sait très bien les tenants et les aboutissants. Et aujourd'hui, enfin, il y a eu un non-lieu prononcé. Et aujourd'hui, tout le monde sait très bien ce qu'il y avait derrière cette histoire, mais qui était extrêmement sensible parce que ça concerne le financement de partis politiques, avec le SAC qui est impliqué dans cette sombre histoire, avec un ministre qui, pour le moins, n'avait pas couvert son magistrat, le juge et la magistrature. Et donc, c'était un peu piégeux, parce que beaucoup d'acteurs de cet épisode-là étaient encore en vie. Et que c'est pour ça que je fais le lien, notamment le commissaire dans l'affaire Boulin, je crois que c'était le même, un moment qui avait mené une enquête, on va dire, expéditive. Donc, voilà.
Et donc, ouais, il faut faire attention à ces choses-là, donc sur tous ces aspects-là. Et puis, il faut aussi veiller. Il y a une chose qui est très importante, c'est des personnes alors que c'est pas l'intention, c'est-à-dire que des personnes qui existent, qui sont représentées, qui apparaissent, qui sont dessinées. Rien que la représentation graphique était parfois un problème. Et nous, on a trouvé, parce que il faut que je parle d'un auteur qui est Mathieu Sapin. Mathieu Sapin, ça a été chez Dargaud un auteur qu'on dit depuis très longtemps. On y croyait depuis toujours et ça marchait jamais. Puis un jour, il nous fait cet album avec Gérard Depardieu, qui s'appelle Gérard, et que je vous invite à lire, qui est très drôle, et où il se représente, et où ici il représente Gérard Depardieu, qui l'a accompagné, et donc c'est absolument truculent, etc. Et Mathieu a été sans doute un des premiers auteurs à pas initier le genre, puisqu'il existait déjà, mais à se spécialiser dans la bande dessinée dite documentaire ou de reportage, et à tel point qu'il est devenu un peu directeur de collection chez nous d'ailleurs. Et donc carnet de campagne, la campagne présidentielle, le reportage aussi au château, donc l'Élysée, il a suivi Hollande, il a suivi Macron, etc. Et il est vraiment passionnant parce qu'il arrive à mener pas des enquêtes, mais à faire la BD de reportage. Et il arrive à la fois à garder sa liberté, ça c'est essentiel, surtout quand on a affaire à des hommes politiques ou des femmes politiques, et en même temps, voilà, il est très attentif à ce qu'il peut dire, ce qu'il peut pas dire. Il y a des moments, il y a des choses, il sait très bien, il y a des informations qu'il ne peut pas divulguer, par exemple. Donc il est attentif à ça. Et Mathieu le fait avec énormément d'intelligence, depuis pas mal d'années déjà. Je crois qu'il y a un livre de Saint-Jean qui sort et qui inaugure plus ou moins la collection embarquée, c'est ça, non? Oui, en fait, alors c'est oui, en fait, oui, c'est en fait, en tout cas, il y a plusieurs albums. On n'est pas très collection chez Dargaud, mais malgré tout, ça en est une au final. Et notamment, il travaille là pour l'instant, il travaille sur un autre album avec Après Comédie Française aussi, qui est une autre forme de. Il fait le parallèle entre audacieux, entre des artistes entre guillemets qui ont travaillé pour les dirigeants, en l'occurrence Racine, Louis XIV. Et puisque Louis XIV a fait travailler, entre guillemets, Racine, et quand je dis travailler, c'est-à-dire que Racine a été un peu l'agiographe de ce roi. Et donc lui-même, son petit parcours à petit niveau, avec les hommes politiques qu'il a pu rencontrer, donc il s'en amuse parce que c'est l'humour qui derrière transparaît toujours dans son travail. Et donc là, il travaille sur un autre album, mais qui sera un album sur un sujet un peu plus personnel pour une fois. Bon, comme le temps passe, si vous voulez poser une question à nos invités, c'est maintenant. Autrement, comme vu qu'il fait très chaud ici. Est-ce qu'il y a une question? Peut-être qu'on va s'arrêter là. Laura, est-ce que tu veux conclure ou alors non, non. Écoutez, merci beaucoup François, Alix, Sébastien, merci à vous pour votre attention. Très bon festival à Amiens. Et je donne le micro à... Merci beaucoup Vincent. Merci à vous trois et merci à tous les autres intervenants qui ont pris place aujourd'hui et qui nous ont partagé leurs expériences. Voilà, j'espère que vous avez tous passé un agréable moment, que vous repartez nourris de tous ces échanges. Et on vous dit à très bientôt pour une autre rencontre en région. Merci.